souci. Je ne sais même pas si je prononce bien, hein, mais tant que vous vous reconnaissez seulement, c'est bon. Ok, alors sans plus tarder, on va commencer. Moi, aujourd'hui, en fait, je voulais vous parler de cette idée reçue selon laquelle, je vais parler de deux choses. La fausse idée reçue selon laquelle l'Afrique ne sait pas c'est quoi le romantisme, l'Afrique ne sait pas c'est quoi la séduction, et donc du coup, comme conséquence, on a des hommes africains qui ne savent pas être romantiques, qui ne savent pas aborder les femmes, qui ne savent pas comment se comporter avec les femmes, etc. Et donc voilà, donc ça c'est une chose. Et la deuxième chose, je voudrais vraiment vous démontrer par des éléments socio-historiques que l'Afrique est le maître du romantisme et de la séduction. Parce que côté romantisme et séduction, qu'on ne vous mente pas, nos ancêtres connaissaient. Ils connaissaient leur karaté, je peux vous dire. Donc c'est faux et archi faux que nous les Africains là, on est des gens coincés, genre machin, et on sait, les hommes sont... Non, 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 il faut arrêter ça. Ce qu'il faut faire en fait, ce qu'il faudrait, je pense, c'est non seulement mieux appréhender notre culture, mieux connaître notre histoire, mieux connaître le mode de fonctionnement de nos anciennes sociétés, de nos ancêtres, pour pouvoir aussi comprendre comment est-ce qu'on en vient à ce genre de comportement chez la majorité des hommes africains, mais aussi chez les femmes africaines, parce que j'ai eu une réaction très intéressante de quelqu'un qui disait « Oui, mais vous, les femmes africaines, vous voulez que les hommes soient romantiques. Mais si vous-même, vous n'êtes pas romantique, vous-même les femmes africaines, est-ce que vous êtes romantique? Est-ce que ça vous arrive, vous, les femmes africaines, je sais pas moi, de débarquer avec un parfum, par exemple, pour votre chérie, juste comme ça, hein, pas parce que c'est son anniversaire ou parce que c'est la fête ou quoi, ou je ne sais pas. Ou bien est-ce que ça vous arrive d'accueillir votre chérie dans une tenue coquine, juste comme ça, pour ne rien fêter? Parce que parfois, c'est vrai, il y a certains hommes qui se disent que les femmes africaines sont dures, les femmes afro sont dures. Et donc, du coup, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à se dire que voilà, les femmes européennes par exemple sont plus câlines, elles sont plus coquines, elles sont plus douces, elles sont plus dans la séduction. En fait, nous, on a vraiment des rôles de coincés, quoi. On a des rôles on est dur, on est coincé, en fait, il n'y a rien qui va. Dans les couples africains, il n'y a rien qui va. Le gars, n'est pas assez romantique, la femme n'est pas assez romantique, donc en fait, voilà, du coup, c'est même mieux de se mettre avec les Européens, parce que eux au moins, ils savent fêter la Saint-Valentin, eux au moins, ils savent faire des surprises, etc. Bon, alors, avant de généraliser, parce que bon, c'est aussi bien de dire les choses comme ça, mais il ne faut pas trop généraliser non plus, il faut plutôt essayer de comprendre ces hommes africains-là qui sont pas, parce que c'est vrai que c'est pas tous les hommes afro non plus, d'après ce que moi j'ai pu analyser, en fait, quand il s'agit de ces hommes qui ne sont pas assez romantiques ou quoi, souvent quand on observe bien, ce sont des hommes qui ont grandi en Afrique en fait, qui ont grandi en Afrique, ou bien parfois même, pas forcément, qui ont grandi en Europe, mais qui n'ont pas reçu ce genre d'éducation. On leur a pas appris qu'avec une femme, il fallait être démonstratif, il fallait être doux, etc. En fait, il y a trop de paramètres qui entrent en compte et qui font que souvent, c'est vrai, les hommes africains ou les hommes afro-descendants ne manifestent pas ce côté romantique, ce côté... Parce qu'il y a aussi quelque part un besoin, mais bon, ça on verra ça un peu plus tard dans le live, il y a aussi ce besoin de prouver sa virilité à outrance, parce qu'il y a eu aussi ce besoin de la part de la femme parfois de castrer l'homme africain et de pouvoir faire taire sa puissance masculine. Donc du coup, en réaction, les hommes africains souvent ont voulu montrer leur virilité. Et pour eux, être viril, c'est ne pas être trop fleur bleue, trop romantique, etc. Non, c'est l'homme, il ne montre pas trop ses sentiments, etc. Mais bon, quand c'est aussi trop, ça va pas. Donc voilà, on va essayer de comprendre aussi les choses petit à petit. Alors, Afro Moja, je salue l'association Afro Moja, oui. C'est l'éducation, en effet, c'est ce qu'on va aussi essayer de comprendre. Je salue Fred Zanga, hello. Je salue Soso Crea, Baobab, OG. Excusez-moi si je prononce mal, hein, mais c'est juste pour vous faire un coucou et vous dire merci. Alors, donc, on va commencer. Moi, je voulais vraiment d'abord vous faire comprendre que si aujourd'hui, certains hommes africains ou certaines femmes africaines aussi
ne sont pas assez démonstratifs, ne sont pas assez romantiques, on va dire. Il y a un background à tout ça, il y a une raison bien précise à tout ça. Donc quand on étudie un peu la sociologie des afros, on arrive à comprendre certaines choses. Aujourd'hui, on généralise beaucoup, mais il faut aussi reconnaître que ces femmes qui se plaignent ne se plaignent pas pour rien. Comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ces hommes qui se plaignent aussi du comportement de certaines femmes africaines ne se plaignent pas comme ça pour le plaisir de se plaindre. Il y a une réalité qui est bien présente. Maintenant, il s'agit de comprendre pourquoi ces lacunes. Donc, c'est ce que moi, j'essaie un peu d'analyser et j'ai compris toujours à la lumière de l'histoire, à la lumière de la sociologie, qu'il y a des éléments qui ont fait que beaucoup d'hommes africains qui ont grandi en Afrique ou beaucoup de femmes africaines qui ont grandi en Afrique n'ont pas ce côté romantique et n'ont pas ce côté qui est de démontrer à travers des cadeaux, par exemple, voilà, même il y a des femmes qui m'ont dit oui, il y a des mecs, franchement, des afros, même pour offrir des fleurs, c'est compliqué. Donc pour eux, c'est très compliqué. Alors pour ça, par exemple, je vais vous donner un bête exemple pour vous montrer un peu ce fossé générationnel, mais également ce choc de culture qui existe et qui peut être la conséquence de ce comportement qu'on peut voir chez les hommes afro et chez les femmes afro. Une amie m'a raconté par exemple que sa grand-mère était malade. Sa grand-mère était malade et elle et son petit ami sont allés voir la grand-mère à l'hôpital. Alors son petit ami a dit « Ah, mais écoute, je ne veux pas aller les mains vides. Hein. Je vais aller... » Et son petit ami, attendez, pour la petite histoire, son petit ami était un Européen, un blanc. D'accord? Un blanc, un Européen. Bon. Alors le petit ami dit « Je ne peux pas aller voir la grand-mère comme ça, donc je vais acheter un bouquet de fleurs que je vais lui ramener et tout ça. » Évidemment, la fille était... Ma copine était contente. Ah, mais super, ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire plaisir, là, écoutez bien. Donc, ils arrivent à l'hôpital. Alors, le gars qui ramène le bouquet de fleurs à la grand-mère qui les salue, mais elle tire une tête jusque par terre. Alors, la fille, évidemment, elle est mal à l'aise, le gars est mal à l'aise, tout le monde est mal à l'aise, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le gars qui murmure dans l'oreille de ma copine, bah, on dirait que ta grand-mère, on dirait qu'elle aime pas trop les fleurs, peut-être qu'on s'est trompé de fleurs, ou je sais pas moi, on dirait qu'elle aime pas trop les fleurs. Bref, elle n'a rien dit ce jour-là, mais en tout cas, elle a montré qu'elle n'était pas très à l'aise. Alors, quand le soir, ma copine appelle sa grand-mère pour lui dire « Mais mamie, qu'est-ce qui s'est passé? T'avais pas l'air bien, on t'a rapporté des fleurs, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle dit « Mais il faut dire à ton petit ami là, si lui il croit que moi je vais mourir, il se trompe, moi je ne meurs pas. Pourquoi il me ramène des fleurs? On lui a dit que j'étais morte. » Donc c'est pour vous faire comprendre, dans la conception de la mamie là, si on lui offre les fleurs, c'est parce qu'elle est morte. Donc, en fait, elle se réfère à comment dire, parce que pour elle, quand un blanc emmène des fleurs, voilà, c'est parce que quelqu'un est mort. C'est au cimetière qu'on emmène des fleurs. Donc elle, vu son état, elle se dit, mais attends, lui, on lui avait dit que j'étais déjà morte pour qu'il ramène des fleurs? Ou comment? Vous voyez un peu? Donc en fait, ça c'est pour vous faire comprendre que la grand-mère de mon ami là, c'est pas une femme qui aurait éduqué son fils, par exemple, si elle avait élevé son fils en Afrique, en lui disant, oui, voilà, de temps en temps, il faut ramener des fleurs à ta femme, des choses comme ça. Vous voyez, ça, c'est des choses que lui-même, le gars, aurait peut-être imaginé ou conçu, mais ce n'est pas quelque chose qui lui aurait été transmis, parce que ce n'est pas dans notre paradigme d'offrir des fleurs à quelqu'un. Nous, on offre des fleurs, déjà, bon, chez nous, ça ne se fait pas, on n'offre pas de fleurs, tout simplement. Je veux dire, dans le paradigme africain, on n'offre pas de fleurs. Les fleurs, ça n'a pas de sens pour nous, c'est pas quelque chose de, voilà. Maintenant, si on n'apprend pas à nos parents, par exemple, à offrir des fleurs enfin, ils vont simplement pas le faire. Vous voyez, maintenant, c'est pas parce que on se retrouve 2-3 générations après que les choses vont changer. C'est des choses qu'on inculque dans l'éducation, et si on ne l'a pas, on ne l'a pas, tout simplement. Et quelque chose qui est forcé, c'est quelque chose qui se perd avec le temps. Le gars va le faire une fois parce qu'il dit, ah ben voilà, elle aime bien les fleurs, je vais lui offrir des fleurs une fois. Il va le faire une deuxième fois.
Après, il va oublier, il va offrir peut-être le prochain bouquet 3 ans plus tard, 4 ans plus tard. Parce que c'est pas ancré en lui, en fait. C'est pas dans son paradigme d'offrir des fleurs. C'est pas qu'il n'est pas romantique, mais on lui a pas appris ça. Donc, c'est un mécanisme qu'il n'a pas reçu dès l'enfance, par exemple. Donc, ça n'entre pas dans son paradigme. Bon, vous allez me dire que ça n'excuse rien. D'accord, ça n'excuse rien, mais quand même, ça peut expliquer certaines lacunes ou certains manquements, en fait. Donc, il faut déjà, première chose, qu'on arrive à comprendre que ce que nous voyons de la culture des autres ne peut pas forcément faire partie de notre culture. On ne peut pas obliger un homme qui a grandi en Afrique d'avoir le comportement d'un Européen et de nous offrir des fleurs, je sais pas. On ne peut pas lui obliger ça. C'est quelque chose qu'il n'a pas reçu dans son éducation. Peut-être que lui va manifester son romantisme autrement, mais ce romantisme-là, est-ce que ça va être perçu par sa compagne comme étant du romantisme ou pas? Donc vraiment, il y a tout ça qui entre en cause. Et maintenant, il faut aussi qu'on arrive à comprendre dans notre paradigme, c'est quoi séduire une femme? C'est quoi être romantique avec une femme? Je pense qu'à partir du moment où on a compris ça, on pourra peut-être mieux comprendre un homme qui a vécu en Afrique et qui a reçu une éducation à l'africaine. Tout ça est une question de compréhension. Tout ça est une question de paradigme, en fait. Okay? Donc, alors, maintenant, je vais vous parler un peu. Je vais vraiment rentrer dans des choses très scientifiques, entre guillemets, pour qu'on arrive vraiment à comprendre quel était le mode de pensée de nos ancêtres. Quel était leur paradigme? Quand ils pensaient romantisme, quand ils pensaient séduction, ils pensaient à quoi exactement? Et quelles étaient ces méthodes de séduction qu'ils inculquaient aux jeunes gens à travers des rites initiatiques ou ce qu'on appelait des rites de passage? Voilà, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est que, à l'époque de nos ancêtres, on apprenait aux jeunes gens, on apprenait aux jeunes filles à avoir des comportements adéquats et des comportements appropriés pour pouvoir vivre convenablement dans leur couple. Maintenant, toutes ces choses-là, on les a perdues dès lors que les rites de passage et les rites initiatiques ont été simplement éradiqués de nos sociétés africaines. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, dans le paradigme africain, un parent ne peut pas parler de sexe à son enfant. Ça ne se fait simplement pas. Ça fait partie des tabous, ça fait partie d'un certain respect. La personne qui t'a donné la vie ne peut pas t'expliquer de quelle manière elle t'a donné la vie. Ne peut pas imager ou bien te faire comprendre de quelle manière elle t'a donné la vie. Parce qu'en fait, nos ancêtres, reprenaient toujours la notion de création selon le paradigme divin. Je ne sais pas si j'arriverai à me faire comprendre. Dieu qui nous a donné la vie ne nous a pas expliqué comment il nous a donné la vie. Ça fait partie d'un secret. C'est un mystère en fait. Et ce mystère-là, on ne peut pas pousser Dieu à nous l'expliquer en fait. Et par ce même principe, en fait, dans le paradigme africain, un parent ne peut pas expliquer à son enfant le mystère par lequel il est venu au monde. En fait, c'est un peu comme ça. Hein? Quand on comprend vraiment les vieux écrits anciens africains, c'est que la sexualité est un mystère. La sexualité, c'est quelque chose, comme on va le voir ici durant ce live, c'est quelque chose de tellement sacré, de tellement spirituel qu'on ne badine pas avec ça. Un enfant, un parent plutôt ne peut pas s'asseoir et dire à son enfant, voilà, comment je t'ai engendré, voilà ce qu'il faut faire avec ton épouse, avec ton époux, etc. C'est tabou chez nous, ça ne se fait pas. Un parent et son enfant ne parlent pas de sexualité. C'est comme ça. Maintenant, beaucoup, vous allez venir me dire, ah oui, mais non, mais c'est pas normal, mais non, mais non, non, non. Comme je dis toujours, il y a nos anciens paradigmes, nos anciens préceptes africains. Et il y a le fait que nos sociétés ont évolué. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut prendre de positif dans nos anciennes sociétés et qu'est-ce qu'on pourrait rejeter de négatif dans ces anciennes sociétés? Maintenant, moi, je vous expose un fait. Et ce fait-là, qu'on le nie, qu'on le veuille ou pas, ce fait-là est bien présent et plus encore, ce fait-là a des conséquences aujourd'hui. Par exemple, quand vous voyez des hommes ou des femmes
qui ne savent pas comment se comporter avec leurs partenaires, est-ce qu'ils ont reçu une éducation par rapport à cela? Est-ce que leurs parents leur ont inculqué certaines choses? On a beaucoup critiqué ces jeunes femmes, parce qu'il y a une étude sociologique qui a été faite aussi dans les années 80, entre les années 80 et 90, parmi les filles africaines qui évoluaient dans la diaspora, beaucoup se retrouvaient enceintes, avaient été chassées de leur cadre familial parce que c'était intolérable, on ne comprenait pas, c'était tabou pour une fille de tomber enceinte sans qu'elle ne soit mariée, etc. Mais ce qu'on ne comprenait pas, c'est qu'on avait quitté un environnement africain avec des préceptes africains pour habiter dans un autre environnement, donc un environnement européen, en tout cas diasporique. Et en quittant cet environnement, on n'avait pas adopté les codes de ce nouvel environnement. On a continué à respecter les codes de l'Afrique, qui était on ne parle pas de sexualité avec sa fille, on ne parle pas de sexualité avec son fils. Donc maintenant, on se retrouvait avec des enfants qui évoluaient dans des sociétés où des parents parlaient sexe avec leurs filles, etc. Et donc, du coup, les mentalités de ces enfants n'étaient pas les mêmes que les mentalités des enfants qui évoluaient en Afrique. Donc, ces enfants-là, finalement, se retrouvaient dans des situations où, voilà, des filles qui se retrouvaient enceintes, des garçons. Et on se disait, mais pourquoi est-ce que parmi ces populations, parmi ces minorités, parmi ces communautés africaines, il y a énormément de filles mères? Pourquoi il y a énormément de jeunes garçons, etc. Parce qu'on ne parlait pas de sexe à la maison. Tout simplement, vous voyez un peu. Et donc, du coup, pour revenir toujours à nos anciens préceptes, c'était tabou en fait. Les parents ne parlaient pas de sexe à leurs enfants. Mais alors, qui parlait de sexe à leurs enfants? Eh bien, justement, c'est pour ça qu'il existait ce qu'on appelait des rites initiatiques ou des rites de passage. Donc, il s'agissait pour un jeune homme ou pour une jeune femme de passer d'une étape de la vie à une autre. Et à chaque fois, dans les sociétés africaines, qu'il s'agissait de passer d'une étape à une autre dans la vie, il y avait forcément un rite initiatique qui devait se faire. Donc, on ne pouvait pas devenir adulte sans passer par un rite initiatique. On ne pouvait pas tomber enceinte sans passer par un rite initiatique spécifique. On ne pouvait pas se marier sans passer par un rite initiatique spécifique. On ne pouvait pas mourir même sans qu'il y ait un rite initiatique qui se fasse. Un rite de passage, donc de la vie à la mort. Donc, en fait, nos ancêtres pensaient qu'il y avait plusieurs dimensions dans la vie. Et que ces dimensions-là, c'était comme des portes. Pour franchir ces portes, il fallait forcément passer par des cérémonies, passer par des pratiques, passer par des initiations, en fait. Et donc, il y avait des initiations pour tout. Et ces initiations peuvent être comparées à de l'éducation, tout simplement. Donc maintenant, quand je parle de ces rites de passage et de ces rites initiatiques par rapport aux jeunes garçons, donc par rapport aux jeunes pubères, donc ceux qui sont censés passer de la vie d'enfant à la vie d'adulte, il s'agissait justement de leur apprendre toutes ces choses qu'on appelle romantisme, séduction, etc. C'est à travers ces rites-là qu'ils apprenaient à les appréhender, en fait. Et donc, voilà, donc il s'agissait donc de marquer la transition entre les différentes étapes de la vie. Donc j'ai vraiment pris des notes pour ne rien oublier. Et ces rites initiatiques étaient importants, pourquoi? Parce que ces rites initiatiques, écoutez bien, permettaient de renforcer le sentiment d'appartenance à une communauté. Maintenant, écoutez bien la différence entre un enfant et un adulte dans le paradigme africain. Un enfant dans le paradigme africain, c'est un être qui est encore dans l'obscurité. Mais c'est un être qui est dans une obscurité qui le relie au monde invisible. Donc, il n'a pas vraiment accès totalement au monde physique, au monde matériel. Donc, il est encore un peu relié au monde des esprits. C'est pour ça qu'on dit même qu'il y a des enfants qui, entre l'âge de 1 an et l'âge, par exemple, de 5 ans, peuvent voir les esprits, ou bien peuvent même, voilà, peuvent voir en tout cas des entités qui ne sont pas de ce monde, parce qu'ils sont encore reliés au monde des esprits. Donc, ils sont encore dans une période comment dire, d'obscurité. Et c'est en passant par un rite initiatique que leurs yeux vont s'ouvrir, en fait, et qu'ils vont découvrir le monde physique qui les entoure. Donc, ils vont vraiment passer du monde de l'enfance au monde
adulte. C'est pour ça que vraiment, je vous en prie, quand je vous dis qu'il faut vraiment faire la différence entre ce qu'on appelle la tradition et ce qu'on appelle la coutume, c'est pas la blague. La famille, c'est pas la blague. Dans notre tradition, un enfant ne peut pas avoir de rapport sexuel avec un adulte, ni même avec un autre enfant. Donc, on arrête de vous faire croire que en Afrique, un enfant, je ne sais pas moi, de 10 ans, de 11 ans, même de 12 ans, en tout cas un enfant, c'est-à-dire celle pour qui il n'y a pas encore eu de rite de passage et de rite initiatique, ne peut pas avoir de rapport sexuel parce que cet enfant est considéré comme faisant encore partie d'un monde obscur qui est relié aux esprits. Donc cet enfant ne peut pas. Donc quand on vous dit, oui, il y a des coutumes, oui, qui tolèrent qu'un enfant de 10 ans se marie, ou bien que non, qu'on puisse avoir des rapports sexuels avec des enfants, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et d'ailleurs, je vais vous démontrer aussi que ces pratiques-là étaient interdites dans nos premières sociétés africaines. Même si c'est devenu des coutumes après dans certaines sociétés africaines, sachez que ce n'est pas notre tradition primordiale. Un enfant reste un enfant. Un enfant ne sera jamais un objet sexuel. Quelqu'un qui va utiliser un enfant comme un objet sexuel, un instrument sexuel, sera maudit dans les anciennes sociétés africaines. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que vous sachiez. Donc, tant qu'un enfant n'est pas passé par un rite initiatique spécifique, il est considéré comme faisant partie du monde des esprits, du monde obscur. Ses yeux ne vont s'ouvrir et il ne pourra accéder au monde adulte et à un monde qui lui donnerait le droit d'avoir des relations sexuelles qu'après être passé par des rites initiatiques. Et ces rites initiatiques n'étaient pas simples. Ce n'étaient pas des choses très très simples. Donc je vais vous expliquer un peu. Il y a aussi cette distinction qu'il faut faire entre les rites initiatiques et les rites de passage. Parfois on me dit, mais c'est quoi la différence entre un rite initiatique, entre un rite de passage? En fait, le rite initiatique, on vous fait passer d'une étape de la vie à une autre, mais on vous initie. Donc, on vous apprend des choses que vous devriez connaître pour pouvoir accéder à l'autre étape de la vie. Ok? Donc, c'est ce qu'on appelle un rite initiatique. Un rite de passage, c'est pratiquement la même chose. Mais sauf que là, on ne va pas forcément vous initier. On va vous apprendre des pratiques, mais on ne va pas forcément vous initier à certaines choses. En tout cas, la différence est très minime. Mais qu'on dise rite de passage ou rite initiatique, c'est à peu près la même chose en fait. Il s'agit, retenez simplement, de passer d'une étape, d'une transition, il s'agit d'une transition en fait, d'une vie à une autre, d'un mode de vie à un autre mode de vie. Donc voilà, donc quand il est question pour un adolescent de passer par un rite initiatique, donc il faut d'abord des conditions. Il faut des conditions. Donc, il y a des gens qui vont vous dire, ah, mais dès lors qu'une fille est en âge de procréer, elle peut avoir des relations sexuelles. Non, c'était pas ça. C'était pas ça dans notre tradition. Dans notre tradition, tu avais beau avoir 20 ans, tu avais eu tes menstrues, tu n'étais pas passé par un rite initiatique où les anciens t'avaient ouvert les yeux pour devenir une adulte et pour comprendre le monde des adultes et pour avoir accès à une vie sexuelle. Tu n'étais encore qu'un enfant. Tu étais encore considéré comme étant dans l'obscurité. Ok? Donc, ces gens qui vont venir vous dire, ah mais oui, mais non, chez nous en Afrique, dès qu'une fille pouvait avoir des enfants, directement on peut l'épouser comme ça. Non, 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 non. Nos ancêtres n'étaient pas cons, hein. Ils n'étaient pas bêtes, hein. Vraiment. Et ils prenaient la vie très au sérieux. Ils prenaient aussi la situation des enfants très au sérieux. Donc, tous ces enfants qui étaient dans ce monde, dans ce monde obscur en fait, et qui étaient reliés aux esprits, étaient vraiment traités avec beaucoup de tact. On ne jouait pas avec ces enfants. Les enfants étaient précieux en fait. Donc quand on vient vous faire croire que chez vous les Africains, voilà, vous faites passer les filles dans des mariages forcés, vous pratiquez l'excision, vous faites ceci, et que c'est les Blancs qui doivent venir vous protéger nos enfants. Non, 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 nous savions comment protéger nos enfants. Si les choses ont changé, c'est pour deux choses. C'est parce que nous-mêmes, on a rejeté nos principes, nos préceptes originaux. Et la deuxième chose, c'est qu'on a laissé entrer des choses qui ne venaient pas de notre civilisation. C'est pour ça qu'on a perdu le respect de nous-mêmes aussi aux yeux des autres. Mais
quand on regarde notre tradition primordiale, les choses étaient correctes et tout était en place, tout était ordonné. Et il s'agit de comprendre toutes ces choses-là pour voir comment est-ce qu'on se retrouve dans un chaos pareil aujourd'hui en fait. Donc je reprends. Quand on avait décidé, en tout cas dans un clan, qu'un enfant était prêt à passer par une période initiatique, on le mettait de côté. On faisait en sorte que cet enfant soit coupé de ses parents et surtout de la mère. Parce que quand l'enfant naît, c'est la mère qui prend soin de lui, qui lui apprend les bases élémentaires, etc. Mais quand l'enfant doit passer vers le monde adulte, c'est très dur ce que je vais vous dire, mais il s'agira de couper cet enfant à ses parents. Donc, comme je vous ai expliqué, dans la perception, dans le paradigme africain, la sexualité, c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose dont on ne parle pas comme ça, c'est quelque chose qu'on n'expose pas comme ça bêtement. Ça va devenir le cas entre l'enfant et le parent. Si le parent avait le droit de voir la nudité de sa fille, dès lors que l'enfant va passer par un rite initiatique, la mère ne pourra plus voir la nudité de sa fille. Si le père pouvait voir la nudité de son fils, dès lors que le fils va passer par un rite initiatique, il ne pourra plus voir la nudité de son fils. Parce que son fils sera passé dans le monde des adultes et sera considéré comme un adulte à part entière et comme tous les adultes. Donc il fallait vraiment, en passant par ce rite initiatique, couper la relation entre entre l'enfant plutôt et le parent. Donc ça, c'était la première chose. Et pour ça, il fallait que l'enfant parte plusieurs mois quelque part. Ça pouvait durer 2 mois, 3 mois, parfois même 6 mois. Et pendant tout ce temps, on initiait l'enfant. On apprenait justement à ce jeune homme ou à cette jeune fille à devenir un adulte, à accéder au monde des adultes. Et c'est là qu'on va lui apprendre toutes sortes de pratiques pour pouvoir être vraiment reconnu en tant qu'adulte. Alors, donc il y avait plusieurs rites. Donc là, je suis en train de vous parler d'un rite de passage de l'enfance à l'âge adulte. Mais il y avait des rites, comme je vous ai dit, des rites de mariage, des rites de naissance, des rites de grossesse, etc. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que les enfants apprenaient? En fait, qu'est-ce que les jeunes plutôt apprenaient durant ces périodes d'initiation? Eh bien, ces jeunes-là apprenaient à vivre indépendamment de leurs parents. Parce que jusqu'à présent, leurs parents leur ont inculqué des valeurs, leur ont inculqué des bases élémentaires de la vie, etc. Mais là, il s'agissait vraiment de les séparer complètement de leurs parents, de les rendre indépendants. Donc, dès lors qu'un enfant ou bien un jeune était passé par un rite initiatique, il était désormais capable de vivre sans ses parents. Donc, on pouvait même le jeter dans la brousse. Il aurait été capable de vivre sans ses parents. Donc, c'est de ça qu'il s'agissait. Et pour ça, il fallait qu'on lui inculque certaines valeurs. Alors, parmi les valeurs, il y avait, j'ai noté quelques valeurs, il y avait l'abstinence. L'abstinence était très important parce que l'abstinence forgeait la mentalité. Écoutez bien, forger la mentalité des jeunes gens. Alors, l'abstinence en quoi? L'abstinence en plusieurs choses. Donc, durant les périodes initiatiques, ces jeunes devaient être capables de résister à la faim. Donc, il y avait des périodes de jeûne qu'on les faisait connaître durant ces temps d'initiation. Donc, pendant plusieurs jours, ils pouvaient ne pas manger. Abstinence au niveau de l'eau, on pouvait en tout cas les empêcher de boire pendant un certain temps. Ne vous inquiétez pas, nos ancêtres n'étaient pas cons, comme je vous dis toujours, ils savaient jusqu'où pousser les limites pour ne pas, pour ne pas que ça puisse avoir des conséquences néfastes par rapport à la santé, etc. Donc il n'y avait pas de souci par rapport à ça, ne vous inquiétez pas, dites pas oui, nous on était des sauvages, on empêchait aux gosses de manger et de boire, non. C'était important pour eux qu'ils puissent se retrouver dans ces conditions-là, parce qu'on se disait dans la vie, ils peuvent se retrouver il peut y avoir une famine dans le pays, ils peuvent se retrouver, je ne sais pas moi, dans la savane, dans le désert sans eau pendant plusieurs jours, etc. Il faut qu'ils aient cette capacité de tenir. Donc, et il y avait aussi l'abstinence sexuelle. Et là, c'est là que je voulais en venir. C'est que dans ces rites initiatiques, on apprenait surtout aux jeunes garçons l'abstinence sexuelle.
Donc en fait, toutes ces privations, c'était pour les préparer dans la vie à des contextes dans lesquels ils pouvaient se retrouver et les rendre assez forts que pour vaincre ces conditions difficiles. L'abstinence sexuelle, pourquoi? Parce que nos ancêtres savaient très bien qu'un jeune pubère, un jeune garçon, pouvait être confronté à ses pulsions sexuelles et ne pas savoir comment les gérer. Donc justement, pendant ces périodes initiatiques, on va lui apprendre comment gérer ses pulsions sexuelles. Pourquoi? Parce qu'on sait que le jeune homme peut se retrouver dans des situations où non seulement il ne sait pas gérer ses pulsions sexuelles, parce qu'on est considéré aussi que l'énergie sexuelle, c'est quelque chose qu'il fallait maîtriser. Parce que quand on ne maîtrisait pas correctement l'énergie sexuelle, on pouvait s'affaiblir d'une certaine manière. Ou, voilà, ça c'est encore un autre sujet, je ne vais pas rentrer dedans sinon on ne va pas s'en sortir. Mais il fallait en tout cas maîtriser son énergie sexuelle. Et l'abstinence était important, pourquoi? Parce qu'on avait aussi, je pense, en tout cas ça c'est moi, peut-être qu'il y avait eu des cas d'abus sexuels, il y avait peut-être eu des cas de viol, je ne sais pas. Mais en tout cas, il était prévu dans ces initiations que l'on apprenne aux jeunes garçons à canaliser leur énergie sexuelle et on leur apprenait l'abstinence. Et pour ça, il y avait plusieurs méthodes. Si je commence à vous donner les méthodes, on ne va pas s'en sortir. Mais en tout cas, on leur apprenait comment il fallait canaliser leur énergie sexuelle. Alors, ce qu'on leur apprenait aussi à ces jeunes garçons, et c'est ce qui est important dans le live d'aujourd'hui, c'est leur relation avec les femmes. Parce qu'on savait qu'on était en train de préparer ces jeunes garçons à bientôt entrer dans le monde du mariage. Donc, il fallait qu'ils comprennent ce qu'était la femme. Comment il fallait se comporter avec une femme. Donc, déjà, une chose est certaine, c'est que dans nos anciennes sociétés, la femme était un être sacré. Et étant donné que la femme était un être sacré, on ne pouvait pas inculquer à ces jeunes gens l'irrespect des femmes. C'était impossible. La première chose qu'on leur inculquait, en tout cas, quand on leur parlait des femmes, c'était le respect. Parce que la femme était un être qui possédait l'énergie créative. Donc, étant donné qu'elle portait, elle avait en elle l'énergie créative, il fallait faire en sorte de préserver en permanence cette énergie. Parce que c'est à travers cette énergie que la société pouvait être maintenue. Donc, les futures générations pouvaient être maintenues à partir de la femme. Parce que c'est elle qui avait la capacité de donner la vie. Et toute personne qui avait la capacité de donner la vie devait être respectée. Donc, c'est ce qu'on inculquait déjà à ce jeune homme, que la femme est un être qu'il faut respecter. Maintenant, une chose très importante, c'est que pendant ces rites initiatiques-là, il n'y avait pas de tabou. Donc, ce que les parents ne pouvaient pas dire à leurs jeunes gens, on leur disait ça là-bas durant ces rites initiatiques. Par exemple, on leur parlait du sexe de la femme. Je vous ai dit, aujourd'hui, on va être sans tabou. On ne cachera rien. On leur parlait du sexe de la femme. Et on leur expliquait que le sexe de la femme était un endroit dans lequel l'énergie vitale de la femme se trouvait. Donc, ce n'était pas quelque chose avec lequel il fallait jouer. Donc, le sexe de la femme était sacré. Comprenez bien. Le sexe de la femme était sacré parce que le sexe de la femme possédait l'énergie vitale. C'est le sexe de la femme qui reliait, le monde extérieur au monde interne de la femme. Donc, qui reliait, le monde extérieur à l'utérus de la femme. L'utérus de la femme qui était, comment expliquer ça? Qui était vraiment l'élément essentiel, on va dire la machine de fabrication, de la création plutôt de l'énergie vitale. Donc l'énergie vitale venait vraiment de l'utérus de la femme. Et le sexe de la femme, c'était l'entrée. C'était plutôt, on va dire plutôt la porte d'entrée vers cette usine où se fabriquait la vie, en fait. Donc c'est ça vraiment qu'on essaie de faire comprendre aux jeunes hommes. Et en leur faisant comprendre ça, on leur disait qu'il fallait appréhender le sexe de la femme avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect parce que la preuve qu'il s'agissait d'un endroit duquel provenait la vie, c'était que chaque mois s'écoulait le sang menstruel de cet endroit. Donc, si le sang menstruel coulait du sexe de la femme chaque mois, c'était la preuve que
il s'agissait bien là comment dire, d'un endroit, j'essaie vraiment de parler avec des mots très simples, hein. Il s'agissait bien d'un endroit d'où provenait la vie. Parce qu'en fait, dans le paradigme africain, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'énergie vitale. Donc, le fait que la femme ait ses règles chaque mois, c'est la preuve que la femme est capable de donner la vie et de régénérer la vie, en fait. Donc, c'est ça qu'on leur faisait. Donc, pendant les menstrues de la femme, il ne fallait pas avoir de rapport sexuel avec la femme. C'était une période très spéciale pour la femme. Et même dans les très anciennes sociétés africaines, quand les femmes avaient leurs règles, elles étaient mises à l'écart du clan, à l'écart de la société, parce qu'on estimait que c'était une période où elle était vraiment en accord avec non seulement le divin, mais aussi avec les astres et en particulier avec la lune. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme, quand elle a ses règles, elle est lunatique. Oui, nos ancêtres le savaient, qu'elle était lunatique à ce moment-là parce que son comportement dépendait comment dire, des phases de la lune à ce moment-là. Et donc, du coup, on savait qu'à ce moment-là, elle était un peu capricieuse, qu'à ce moment-là, elle était vraiment, elle avait les nerfs à vif. Donc, il ne fallait pas qu'elle soit confrontée en permanence au clan, en fait. Donc, on la mettait vraiment de côté. Et donc, on faisait comprendre aussi aux jeunes gens, pendant cette période-là, il faut comprendre que la femme est dans un état bien spécifique. Donc, ne la jugez pas si elle est nerveuse, ne la jugez pas trop si elle se met à avoir des sauts d'humeur, etc. C'est une période assez spéciale. Et franchement, les jeunes gens comprenaient cela déjà même avant d'aller dans le mariage. Donc quand ils se retrouvaient avec une femme qui tout à coup avait changé d'humeur, mais ils savaient exactement dans quel moment du cycle elle était. Parce qu'on lui apprenait cela durant les rites d'initiation. On lui disait, écoutez, entre telle phase de la lune et telle phase de la lune, ta femme va être dans cet état. Quand la lune va être gibbeuse, elle sera dans tel état. Quand ce sera la pleine lune, ta femme sera dans tel état. Donc, ils savaient tout ça. Donc, vous ne vous retrouviez pas dans des familles où tout à coup la fille était de mauvaise humeur et le gars, il ne savait pas pourquoi, il pétait un câble et c'était des disputes et il faisait ses valises, il s'en allait. Ou c'est elle qui s'en allait. Parce que justement, il y avait toutes ces choses subtiles qu'on a perdues aujourd'hui et qu'on enseignait aux jeunes et qu'on n'enseigne pas aujourd'hui, en fait. Vous voyez, non? Et donc, même par rapport à l'acte sexuel, ah, my God, la richesse, franchement, la richesse qu'il y avait dans nos préceptes ancestraux, franchement, je ne sais même pas si on retrouvera ça un jour. Donc, en fait, l'acte sexuel en soi était quelque chose de tellement sacré. Et on expliquait ça à nos jeunes gens. On leur faisait comprendre que le sexe, c'était entrer dans une dimension spéciale. Et ceux qui vous disent que oui, non, en Afrique, le sexe c'est sauvage, oui, les hommes africains ne savent pas comment faire l'amour à leurs femmes, ne connaissent pas les préliminaires, c'est des sauvages, ils sont dans... Attendez, c'est faux et archi faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, dans le paradigme originel africain, le sexe, c'est un acte, on va dire, ésotérique. Et quand je dis ésotérique, c'est parce que justement, dans ces rites initiatiques-là, il s'agissait d'expliquer à ces jeunes gens ce qu'était le sexe et l'acte sexuel. C'est à partir de là qu'ils ouvraient leurs yeux, justement, et qu'ils rentraient dans le monde adulte. Sans ça, sans cette explication-là, sans cette initiation-là, ils n'avaient pas le droit d'avoir de rapports sexuels ou même de se marier. Donc, il fallait qu'on leur apprenne c'était quoi l'acte sexuel. Donc, l'acte sexuel, c'était un échange d'énergie. On leur faisait comprendre que dans la femme, il y a une certaine énergie à puiser et que c'est de là que, justement, on peut tirer sa force vitale. C'est dans les rapports sexuels qu'un être humain peut se régénérer. Et on faisait comprendre que sauf si on était d'une catégorie bien spécifique, si on était par exemple prêtre ou bien je sais pas moi tradit praticien ou bien en tout cas quand on était mis à part, parce qu'il y avait des personnes comme ça qui étaient mises à part, qui ne pouvaient pas avoir de relations sexuelles, qui ne pouvaient pas toucher à une femme ou qui ne pouvaient pas toucher à un homme. Mis à part cela, le sexe était quelque chose de très important et quelqu'un qui n'avait pas d'activité sexuelle se mourait. Parce que c'est à travers le sexe qu'en fait qu'on arrivait à puiser son énergie vitale. Et on faisait comprendre aux garçons, vous inquiétez pas, je vais venir par rapport aux filles aussi, hein, faut pas dire que je suis toujours en train de parler des garçons. On faisait comprendre aux garçons qu'avoir un rapport avec une femme, c'est partager l'énergie. Donc lui, il transmettait
son énergie à lui, donc ce qu'on appelait le masculin sacré. Ça, enfin, je ne peux pas vraiment rentrer, il y a trop de choses à dire. Mais c'était une transmission d'énergie. Et quand il pénétrait la femme, en fait, il avait accès à son énergie vitale. Et voilà pourquoi il ne pouvait pas pénétrer la femme de n'importe quelle manière. Donc les gens là qui vous disent, oui, nous les Africains, on est des sauvages, on ne sait pas comment faire, etc. C'est faux. Parce que déjà nos ancêtres expliquaient à ces jeunes gens qu'une femme qui n'était pas prête à l'accueillir, eh bien, il ne fallait pas pénétrer cette femme-là. Donc, il fallait que la femme soit prête. Et il leur faisait comprendre qu'une femme est prête dès lors qu'elle a bon, je vais parler de manière très naturelle et très simple. Une femme qui ne mouillait pas ne pouvait pas être pénétrée. Ça, ce sont des choses très simples qu'on expliquait à ces jeunes gens durant les rites initiatiques. Donc, qu'on vous dise, oui, les Africains, j'ai entendu tellement de choses, hein, oui, ils ne savent pas c'est quoi les préliminaires, ils pénètrent les femmes comme ça. Non, ils n'ont pas reçu l'éducation qu'il fallait, tout simplement. Parce que dans notre paradigme originel, une femme qui n'est pas préparée, tu ne la pénètres pas, tout simplement. Et c'est ce genre de choses qui a été expliqué aux jeunes gens durant les rites initiatiques. Donc, on leur apprenait déjà comment il fallait donner envie à cette femme pour que cette femme vous permette de la pénétrer. Et tant que ce liquide n'était pas sorti de son sexe, il ne fallait pas la pénétrer. Tout simplement. Et ces jeunes gens savaient. Donc, quand ils allaient se marier, ces jeunes gens, mais ils savaient tout en fait. Et ça ne pouvait que bien se passer parce qu'ils savaient comment se comporter avec une fille qui avait déjà eu des rapports ou une fille qui n'avait pas eu de rapport sexuel. Donc, ils savaient tout ça. Par exemple, on disait au jeune homme comment pénétrer une fille qui n'avait pas encore eu de rapport. Et que quand la fille saignait, c'était une alliance qui était faite. Donc, le sang qui coulait, donc le sang de sa virginité, en fait, quand l'hymen était déchiré, etc., cela signifiait justement qu'une alliance avait été faite. Une alliance clanique entre le clan de la fille et le clan du garçon. C'est pour ça que parfois, on demandait de voir ce sang, parce qu'on voulait être sûr que l'alliance avait vraiment été établie. Maintenant, après, on est rentré dans des histoires de oui, il fallait voir si elle était vierge, est-ce qu'elle est vierge, En fait, l'important, c'était pas qu'elle soit vierge, c'était d'être sûr que l'alliance était bien établie, en fait. Et donc, on faisait comprendre aux jeunes garçons qu'une fille vierge, et ça, j'ai encore eu des confirmations, parce que moi, je me nourris aussi beaucoup comment dire, des paroles de vieilles dames qui sont vraiment... J'ai rencontré des femmes qui étaient presque des centenaires, et qui m'ont donné des récits qui étaient pratiquement similaires. Et quand on compare à des récits de certains chercheurs africains qui sont vraiment des anthropologues qui ont poussé vraiment des recherches bien loin, on voit clairement que ces récits-là sont similaires et se ressemblent. Par exemple, plusieurs vont vous dire que une jeune fille vierge, on a des rapports avec elle la première fois, mais après, on la laisse se reposer pendant 7 jours. Pourquoi ? Il y a des raisons spirituelles dedans, que je n'ai pas encore bien maîtrisées, mais donc je ne vais pas parler de ça. Mais on la laisse se reposer 7 jours parce qu'il faut aussi que cette alliance qui vient d'être faite soit cicatrisée. C'est comme s'il y avait un sceau qui avait été fait, mais ce sceau-là doit encore, doit cicatriser en fait tout simplement. Tant que le sceau n'est pas cicatrisé, en fait, l'alliance n'est pas marquée en fait. Donc on va donner un temps de cicatrisation à ce sceau qui marque l'alliance entre deux clans. Donc, on disait au jeune homme, par exemple, voilà, la défloraison, c'est tel jour, mais après ça, il faut laisser la fille se reposer pendant 7 jours. Et tu ne reprends l'acte sexuel avec elle que 7 jours après. Mais on se rend compte que quand même, nos ancêtres, ils étaient futés. Parce qu'il y a des études même médicales qui ont été faites. Et on a prouvé que les filles, quand elles étaient déviergées et qu'elles avaient des rapports encore le lendemain ou bien quelques jours après, parfois ça pouvait être très douloureux. Il y a des filles qui sont très sensibles et qui... Voilà, donc je vous ai dit aujourd'hui, on est sans tabou. On est sans tabou parce qu'il s'agit de comprendre qui nous sommes et comment nos ancêtres voyaient les choses. Parce qu'ils n'étaient vraiment pas cons, comme je vous dis. Et donc, voilà. Donc, ce sont toutes ces choses-là qu'on apprenait aux jeunes hommes. Mais il y a aussi, on leur apprenait aussi... comment séduire une femme. On leur faisait comprendre que
la relation à deux, c'est avant tout la séduction. Il faut percer le cœur de la femme. Il faut pouvoir la séduire. Et pour la séduire, il y avait des techniques de séduction. Je vous assure les gars, je ne sais même pas comment vous faire comprendre tout ça parce que c'est trop large. Il y a trop de choses à dire. Mais je voulais vous donner deux exemples. Deux exemples. Dans la société Zoulou, par exemple, quand les jeunes gens allaient en période initiatique, on leur demandait souvent d'observer les animaux. D'observer les animaux qui étaient en chaleur parce que il y avait toujours des leçons à retenir sur leur technique de séduction. Par exemple, chez les Zoulous, on leur demandait d'observer le coq. Donc, quand ils observaient la manière dont le coq tournait autour de la poule durant leur période de chaleur et tout, on lui disait, voilà, c'est de cette manière-là que toi, tu dois marcher aussi pour séduire la fille. Donc, en fait, on les entraînait dans une danse qui ressemblait à la manière dont le coq faisait le beau autour de la poule, en fait. Et cette danse est restée jusqu'aujourd'hui. Si j'arrive à retrouver les images, justement, je vais vous balancer les images. Et ça, ce sont des danses aussi comment dire, qu'on retrouve durant les fiançailles. Quand un jeune homme vient avec sa famille pour épouser une fille, on lui demandera de faire ces danses-là justement. Et bien, ce sont des danses qu'il aura appris durant sa période initiatique. Et ce sont des danses qui justement lui permettent de séduire en fait sa future épouse. Donc les techniques de séduction existaient, les amis, s'il vous plaît. Hein? Donc, faut pas dire, oh, les hommes ne savent pas séduire. Non, on leur apprenait comment il fallait séduire leur femme. Alors, non seulement ça, j'avais un deuxième exemple qui était bien. Il y a plein d'exemples, hein, mais j'en ai un deuxième là qui est très bien. C'était où? Voilà, chez les Maasai par exemple. Chez les Maasai, on disait aux jeunes hommes que pour séduire une femme, il fallait avoir un beau sourire. Donc, il fallait avoir un beau sourire. Et plus comment dire, vous aviez de belles dents et que vous saviez comment sourire à une femme, et plus vous aviez de chances de la séduire. Aujourd'hui encore, vous allez retrouver dans les techniques Maasai, vous allez voir dans les fiançailles, durant les fiançailles, vous allez voir des jeunes gens, des Maasai. Encore aujourd'hui, ça existe, hein, je peux encore vous retrouver des images qui sont en train de sourire en permanence. Ils ont ça. Et nous, quand on les voit, on se dit, mais ils ont l'air cons, mais qu'est-ce qu'ils font? Mais non, c'est des techniques de séduction, en fait. Vous voyez, non? C'est des techniques de séduction. La danse de la poule, désormais, pour séduire. En tout cas. Et donc, je vous assure. Donc, c'est pour vous dire que nos ancêtres savaient déjà qu'il fallait séduire une femme. S'il vous plaît. S'il y a des hommes africains aujourd'hui qui ne savent pas séduire les femmes, c'est pas la faute de nos ancêtres. C'est pas la faute des Africains. C'est la faute de ce qui s'est passé après. Mais en tout cas, nous, dans notre paradigme, on savait comment avoir une femme dans sa poche. Et on apprenait aux jeunes gens, durant ces rites initiatiques, comment il fallait séduire une femme. Vous voyez, non? Donc là, j'ai beaucoup parlé des hommes. Maintenant, je vais parler des femmes. Qu'est-ce que ces femmes-là apprenaient durant les rites initiatiques? Alors, durant les rites initiatiques, les filles, c'était pareil. Donc, elles passaient du monde de l'enfance au monde adulte. L'homme pouvait séduire une femme sans l'accord des parents. Ça, c'est encore une autre question. C'est encore une autre question. Est-ce que j'y réponds maintenant? Ça va nous faire... Je note ça pour la fin. Je note ça pour la fin. Parlons plutôt des filles. Alors, donc, par rapport aux filles, c'était exactement la même approche, en fait. Il fallait qu'elles sachent comment fonctionne un homme, en fait. Vous ne pouvez pas balancer la fille dans le mariage comme ça. Écoutez, elle ne sait rien, quoi. Il faut lui dire les choses. Donc, il faut lui faire comprendre. Déjà, on lui fait comprendre comment se présente l'appareil génital. Comme je vous dis, nos ancêtres n'étaient pas cons. Hein. Ils savaient bien qu'une jeune fille, je sais pas moi, de 15-16 ans, qui n'avait jamais vu le sexe d'un homme, voir le sexe d'un homme en érection pouvait la choquer. Donc, excusez-moi. Je pense qu'on a eu un petit problème de connexion, je sais pas. Bref.
Donc, je disais qu'on pouvait donc fabriquer des ustensiles en bois pour montrer aux jeunes filles, parce qu'on en a retrouvé beaucoup. Hein. Bon, il y en a certains qui rentraient dans des cadres de rites, de la fécondité, etc. C'est vrai, mais il y en avait beaucoup qui étaient là pour montrer aux jeunes filles comment se présenter un sexe masculin en érection, pour pas qu'elles soient choquées. Vous voyez, non. Et on lui faisait comprendre aussi qu'un homme qui n'était pas en érection ne pouvait pas vous pénétrer, quoi. Donc, il fallait savoir que faire pour pouvoir exciter l'homme, pour lui faire parvenir à une érection. Donc ça, ce sont toutes des choses qu'on leur apprenait. Il y avait notamment... bon, moi, j'ai pas honte, moi, je dis les choses parce que j'estime qu'on doit savoir les choses. C'est ça que j'ai dit, si vous avez moins de 18 ans, demandez à vos parents s'ils sont d'accord que vous écoutez ce que je dis. Mais moi, je pense que je dois dire les choses parce qu'il ne faut pas qu'on meure bête. Il ne faut pas qu'on meure bête, ok? Donc voilà, ce que nos ancêtres faisaient, là, on doit savoir. C'est tout. Donc... les filles, on leur apprenait comment justement exciter leurs hommes, leurs maris, notamment par le mouvement du bassin. Et donc, il y a eu des filles, il y avait des filles en tout cas qui apprenaient le mouvement du bassin adéquat, pas durant la pénétration simplement, mais aussi avant, pour pouvoir exciter l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve les réminiscences de ces mouvements de bassin dans certaines danses. Pourquoi? C'est pas que nous, les Africains, on est des pervers. Oui, vous, vos danses là sont toujours obscènes, vous êtes des pervers, etc. Essayez d'abord de comprendre avant de juger, pardon. Pourquoi ces danses-là sont qualifiées de pervers? Parce qu'en fait, ces danses-là qu'on apprenait aux filles durant les périodes initiatiques, c'était des danses de séduction, mais on pensait également que la terre était reliée à la femme. Donc, je vous ai toujours dit qu'il y avait une relation, la relation tellurique était très importante dans le paradigme africain. Donc, la femme avait une relation particulière avec la terre. Parce que la terre devait être fécondée. Et pour que la terre soit fécondée, il fallait... Je ne sais même pas si certains vont me comprendre. J'ai peur que certains aillent dire « Oh, Natou, elle a dit ça, oh, Natou. » Non, non, non. Écoutez bien, essayez de comprendre. Dans certaines danses initiatiques, par exemple, quand il y avait la sécheresse, on invitait certaines femmes à danser. Elles devaient danser pour exciter certains éléments de la nature. Et c'était des danses où il fallait bouger le bassin. Donc, à l'instar de ces danses qui étaient apprises aux filles durant les périodes initiatiques pour exciter leur mari. Parce qu'on pensait que quand on dansait comme ça, on permettait à la pluie de tomber. Donc, c'est un peu à l'image des relations sexuelles. C'est-à-dire qu'on excite l'homme, il y a pénétration, etc. Et puis, il y a éjaculation. Donc, on estimait que quand la fille dansait, pendant les danses de la fécondité, pendant les rites de la fécondité, etc., les cérémonies de fécondité plutôt, c'était pour exciter les éléments de la nature qui permettraient à la pluie de tomber. Donc, c'était ça la finalité, c'était l'éjaculation céleste, si je peux dire. J'en rigole, mais c'est très sérieux, respectons nos ancêtres, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Donc, en fait, c'est toutes ces choses-là, en fait, qu'on apprenait aussi aux filles durant les périodes initiatiques. Donc, c'est par le mouvement des hanches. Et pourquoi le mouvement des hanches? Parce que c'est dans le ventre que se trouve l'utérus, c'est-à-dire la force vitale de la fille. Donc, quand une fille bouge ses hanches, c'est-à-dire qu'elle met en mouvement son énergie vitale. Et c'est son énergie vitale qui va exciter l'homme et qui va faire qu'elle-même, elle aura des sécrétions qui vont permettre à l'homme, j'espère que je ne choque pas les gens ce soir, hein, qui vont permettre à l'homme de la pénétrer. Donc, en fait, on apprenait à ces filles à danser. Mais il y avait des techniques bien précises aussi. Je vous ai dit, je vais dire des choses graves aujourd'hui. Il y avait des techniques bien précises. Donc, on apprenait aux femmes comment bouger pendant l'acte sexuel. Et pour ça, il y avait des positions qu'elles devaient prendre. Par exemple, c'est pour ça que la cambrure, c'est quelque chose qui se travaillait aussi durant les rites initiatiques. On travaillait beaucoup la cambrure de la fille. Donc, souvent, on massait les filles au dos, vraiment parfois avec des plantes, parfois avec des instruments, parfois avec des linges humides. Donc, on
comment dire, on les massait parce qu'on savait que la cambrure de la fille était importante durant l'acte sexuel. Et parfois même, on leur faisait faire des exercices physiques durant lesquels elles devaient par exemple se mettre à califourchon, je sais pas, entre des ustensiles toujours qu'on fabriquait à califourchon, où elles devaient se mettre par exemple à quatre pattes, etc. Ou parfois même elles devaient danser avec, bouger les hanches en étant à genoux, à califourchon, ou bien à quatre pattes avec quelque chose sur la tête pour qu'elles se focalisent plus sur le mouvement des hanches. Et je vous assure, on vient d'une civilisation qui avait pensé à tout. À tout. Et aujourd'hui, moi, ça m'attriste quand on voit qu'on nous réduit à des sauvages qui ne savent pas appréhender l'acte sexuel, à des hommes qui ne savent pas comment draguer les femmes. On nous limite à des filles qui... Please, s'il vous plaît. Bref, donc, ce sont toutes ces choses-là qu'elles apprenaient. Elles apprenaient aussi le soin de leur corps à travers des plantes. Elles savaient par exemple quelles plantes elles devaient utiliser pour faire des bains avant les rapports sexuels, parce qu'on pensait que l'énergie vitale devait être, comment dire, devait être stimulée, on va dire stimulée, à travers certaines plantes qui émettaient de la chaleur en elles. Tout ça pour encore, comment dire, améliorer l'acte sexuel, en fait. Donc, elles avaient connaissance de toutes ces plantes qu'elles devaient purger. Elles devaient se purger, par exemple, parce qu'elles savaient que, allez, bon, ça, c'était plus dans les rites de grossesse ou bien les rites après l'accouchement. On leur apprenait quelles plantes elles devaient utiliser en bain de siège, se purger avec certaines plantes pour pouvoir soit maintenir l'équilibre, la flore vaginale, soit pour, je sais pas, lutter contre les infections ou bien traiter les infections. On leur apprenait aussi comment maintenir l'élasticité vaginale, etc. Donc, elles avaient tout un cours, et je vous dis que ces périodes initiatiques duraient longtemps. Donc, c'est pas que ça durait genre une semaine. Non, elles pouvaient partir pendant 2-3 mois, voire même pendant 6 mois. Il y a des rites initiatiques qui pouvaient durer une année. Donc, quand la fille revenait, ou quand le jeune homme revenait dans la communauté, on pouvait estimer que il ou elle était prêt ou prête vraiment à entrer dans la vie adulte. Et elle était prête au mariage. Il était prêt au mariage. Donc, en fait, tout ça, vraiment, c'était pour vous dire, je regarde si je n'ai rien oublié dans tout ce que je voulais vous dire. Non, j'ai parlé de ça, j'ai parlé des plantes. Voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, on réduit tellement les Africains à des ignorants, en fait. Des ignorants qui ne savent rien et qui apprennent tout des autres, en fait. Donc, en fait, c'est comme si nous, on ne sait pas séduire. On nous a appris à séduire. Les femmes ne savent pas s'occuper des hommes. Non, il faut lire les manuels écrits par les autres, par les Asiatiques, par les Indiens, par des Blancs. Voilà, pour apprendre, parce que nous, on ne sait rien. Non, please. Donc, il faut vraiment... Je dis, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail à faire. J'invite vraiment toutes ces personnes qui s'intéressent vraiment à notre histoire, à notre civilisation, de ne jamais cesser de chercher à savoir. Parce que non seulement ça flatte notre ego, bien évidemment, de savoir que nos ancêtres savaient toutes ces choses-là, parce que même si je dois même rentrer dans tout ce qu'on a appris de la civilisation égyptienne, vous allez tomber, vous allez vous dire, mais c'est pas possible. On est la base, on est vraiment la base de tout. Et être réduit aujourd'hui oui, les hommes africains ne savent pas séduire. Oui, les hommes africains ne savent pas. Les hommes africains sont radins. Oui, les hommes africains... Mais qu'est-ce qui a fait que les hommes africains sont devenus radins? Oui, les femmes africaines, elles sont dures. C'est pour ça qu'on ne les aime pas. Elles ne sont pas douces. Mais qu'est-ce qui a fait que les femmes africaines ne sont pas douces? Faites une étude socio-historique pour essayer de découvrir. Mais ne faites pas ça juste pour faire. Faites ça pour savoir l'origine du mal et pouvoir aussi traiter le mal. C'est surtout ça. Il s'agit de traiter le mal. Parce que quand on voit les conséquences de tout ça, c'est juste
il n'y a pas de mots, quoi. Et on devrait avoir peur pour nos enfants, pour les futures générations, parce que vraiment, je pense qu'il est temps qu'on sache qui on est vraiment, d'où l'on vient, comment fonctionnaient nos ancêtres, pourquoi nos anciennes sociétés fonctionnaient mieux que les sociétés actuelles, qu'est-ce qu'on peut récupérer de ces sociétés anciennes, qu'est-ce qu'on peut laisser de ces sociétés anciennes qui n'étaient pas bons. Mais surtout, moi, ce que je vois, hein, ça c'est mon analyse personnelle, quand je fais la distinction entre ce que j'appelle la tradition primordiale, c'est-à-dire des toutes premières sociétés africaines, et quand je vois, quand j'analyse plutôt les coutumes qui sont venues plus tard, et qu'on retrouve par exemple même au 18e, au 19e siècle, je me dis qu'on avait déjà perdu beaucoup de choses par rapport à la tradition primordiale, par rapport aux toutes premières sociétés africaines que Diop cite dans son ouvrage par exemple, quand il parle du berceau méridional, etc. Vraiment, ces sociétés-là ont déjà beaucoup bougé quand on en vient aux coutumes. Comme je vous dis, la tradition, ce sont les préceptes originels. Les coutumes, c'est la tradition qui a connu des adaptations. Tradition, c'est la loi originelle. Coutume, jurisprudence de la tradition originelle, de la loi originelle. Donc vraiment, on se rend compte qu'il y a aussi des choses qu'on ne doit pas forcément accepter et qui viennent plutôt de la coutume. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que la tradition, elle est vraiment clean. C'est rare de trouver des choses dans la tradition qu'on peut rejeter. Mais des choses qu'on peut rejeter dans les coutumes, il y en a beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Il y a vraiment un moment donné, et ça, je pense que c'est le propre de chaque civilisation. Aucune civilisation ne peut rester figée. Aucune civilisation ne peut connaître des tares ou bien comment dire, des choses qu'il faut rejeter. Donc, on est obligé de faire le tri aussi quelque part. Donc, tout n'est pas bon. Enfin, on ne peut pas tout reprendre de nos ancêtres, mais il y a quand même des choses qui sont très bonnes. Et il faut savoir faire la distinction entre ces choses qui nous ont élevés et ces choses qui ont permis à nos sociétés d'être stables et d'évoluer de manière positive, à toutes ces choses qui, au contraire, ont créé une destruction de nos sociétés. Donc c'est vraiment à ça que moi, j'invite aussi les gens quand je parle de maternisme, vraiment c'est de revenir à la tradition primordiale, au rôle de la femme, parce que la femme était la matrice des sociétés et des sociétés ancestrales. Et quand on en vient à étudier le rôle de la femme, c'est justement en étudiant le rôle de la femme dans ces anciennes sociétés qu'on tombe sur toutes ces choses, sur tous ces éléments, sur tous ces modes de fonctionnement qui pourraient nous aider à évoluer dans les sociétés actuelles. Donc voilà, c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous, parce que c'est vrai que j'ai fait cette vidéo-là. Moi, je ne fais pas les vidéos pour rien, c'est parce que j'ai envie de susciter du débat. Et dans ces débats, j'ai envie de ramener à comment dire, à des faits historiques avec des preuves anthropologiques et tout. Vous inquiétez pas, je ne vais pas m'arrêter là. Je vais balancer des images, je vais balancer des choses et tout qui vont venir corroborer tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Donc voilà, je voulais vraiment susciter un débat par rapport à ça. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est de nous sauver. Parce qu'on est en train de se perdre. Ça fait vraiment mal de voir que les couples noirs ne s'entendent pas, que les familles noires sont en train de se perdre, etc. Alors qu'il y a peut-être des solutions face à tout ça. Et moi, je reste persuadée que une meilleure connaissance de nos traditions, une meilleure connaissance de nos préceptes africains peut nous aider plutôt. Donc voilà. Maintenant, j'ai beaucoup parlé, je vais vous lire. Et si vous avez des questions... Donc, il y avait une question au début. Je ne sais pas, quelqu'un a posé la question, est-ce qu'on pouvait séduire une fille sans l'accord de ses parents? En fait, il y a aussi cette idée selon laquelle la tradition africaine, et c'est une tradition coincée, c'est une tradition de rigueur. C'est vrai qu'il y avait la rigueur, mais... c'était pas obligatoire de draguer une fille, non, d'avoir le consentement des parents d'une fille avant de la draguer. Non, ça c'est faux. Parce que les jeunes gens se retrouvaient, c'était comme aujourd'hui, hein, c'était pas genre les filles vivaient dans leur maison, les garçons vivaient dans leur maison, et toc toc toc, monsieur, je peux séduire votre fille, je peux... Non, c'était pas du tout ça. Il y avait des endroits où les jeunes gens se rencontraient. Donc, ils pouvaient se rencontrer, je sais pas moi, près du Marigot, j'en sais rien. Il y avait des histoires d'amour qui se créaient et on se donnait des rendez-vous. Mais à partir du moment où les jeunes gens s'entendaient et voulaient se mettre ensemble, par contre, là, il était
important de passer par les parents parce qu'il s'agissait toujours d'union aussi entre les clans. Bien qu'il y avait des mariages arrangés, des mariages claniques, des mariages politiques, des mariages parfois même spirituels entre deux clans, en tout cas, on pensait qu'il était quand même plus respectueux d'aller trouver la famille de la fille pour dire voilà, je veux épouser votre fille. Donc il fallait absolument passer par une rencontre de famille. Comme j'ai essayé d'expliquer dans certaines de mes vidéos, la notion de famille était très importante dans le paradigme africain parce qu'on savait que dès lors que deux personnes s'unissaient, il y avait trop de choses qui entraient en compte. Par exemple, la matrilinéarité, la patrilinéarité, la matrilocalité, etc. C'était toutes ces choses-là qui pouvaient bouleverser une famille suite à l'union de deux membres, en fait. Donc, il fallait absolument que les familles soient au courant. Et voilà, parce qu'il y avait des clans qui ne s'entendaient pas aussi. Donc, pour éviter les problèmes, on disait « Ah, mais écoute, toi, tu veux te marier dans telle famille, mais on ne s'entend pas là-bas. » Où on a voilà, il y a des gages entre ces familles-là, ils peuvent pas se marier, etc. Donc, l'intervention des parents, à la fin, était quand même de toute façon importante. Mais on n'obligeait pas un jeune homme d'aller d'abord demander la permission avant d'aller draguer la fille d'une famille, quoi. Voilà. Bon, je suis en train de lire. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas la science infuse, mais si je peux répondre, je répondrai. Là où je dirais que je peux pas répondre, je dirais que je peux pas répondre. Mais là où bon, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Comme je dis, si je peux répondre, je réponds. Si je peux pas répondre, je ne réponds pas. Merci, Issé Kikunda. Afro Moja, venez en repas en Afrique. Ah, ma chère, c'est le but, non? En plus, vous, là, vous dites, venez en retour en Afrique. Vous savez que il y en a beaucoup, là, parmi les autres, quand je dis les autres, vous savez de qui je parle, qui ont fait des analyses prospectives et qui ont compris que l'Europe, d'ici quelques années, ce sera un terrain miné. Il n'y aura plus rien en Europe. Donc, il y en a beaucoup qui se préparent justement à aller vivre en Afrique. Beaucoup, 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 beaucoup. Ça, c'est un secret de Polichinelle même, je pense. Hein, je pense que vous le savez. Beaucoup se préparent à aller vivre en Afrique. Nous-mêmes, là, faut qu'on aille occuper nos terres avant que tous ces gens-là n'arrivent et dire et vous êtes chez nous. On ne vous a pas dit, oh, faut rentrer chez vous. Nous, on n'est pas comme ça, mais vous êtes chez nous. N'est-ce pas, non? Comment est-il possible d'avoir un si beau sourire? Mais ma soeur Sorel Gaspard, mais on a le même sourire. Je regarde toujours aussi tes belles dents. Ils ont déjà commencé, oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pensez que eux, ils se disent que dans quelques années, ils vont rester en Europe? Non, hein. Eux, ils regardent toujours là où l'herbe est plus verte, hein. Pourquoi vous pensez qu'ils étaient venus conquérir nos terres? Parce qu'ils savaient. Et leur but, en fait, parlons un peu, parlons bien. Vous pensez que quand ils sont venus nous coloniser là, le but c'était de partir? C'était pas de partir, hein. C'était de rester. C'était de rester. Il y a eu un semblant de départ, mais en vérité, ils ne sont pas vraiment partis et leur but c'est de revenir. Je ne sais pas si certains sont conscients de ça, hein. Maintenant, c'est à nous, nouvelle génération, de savoir comment... quelles sont les initiations obligatoires à faire dans nos sociétés et à partir de quel âge? En fait, dans les anciennes sociétés, dans les sociétés primitives, les toutes premières sociétés, de toute façon, il était obligatoire de passer par un rite de passage, ou ce qu'on appelle un rite initiatique, quand on devenait pubère et quand on était prêt. Je dis quand on était prêt, hein, parce que c'est pas parce qu'on était pubère qu'on pouvait passer directement à l'initiation. Hein. Non, hein. Il fallait être prêt. Donc ça, c'est les parents qui, il y avait bon, des personnes qui étaient habilitées à ça et donc qui passaient de famille en famille. Voilà, on sait que vous avez une ado chez vous, on sait que voilà, est-ce qu'elle est prête, est-ce qu'on peut la prendre? Certains parents disaient non, elle est là, elle n'est pas encore prête, attendez encore peut-être l'année prochaine ou quoi. Ou certains disaient non, elle prenait là et tout, elle est prête et tout. Mais
Jamais on ne pouvait dans un clan ou dans une communauté te considérer comme étant adulte sans être passé par ces rites initiatiques-là. Donc, tu devais forcément passer. Ça, c'était obligatoire. Il n'y avait pas de « oh non » et tout. Non, tu n'étais pas passé par un rite de passage ou un rite initiatique. Tu n'étais pas accueilli dans la communauté comme une personne adulte. Donc, il fallait absolument. Et puis, ce que j'aime beaucoup chez nos ancêtres, c'est que quand je vous dis, ils pensent à tout. Mais il y avait vraiment tous les aspects possibles dans ces rites. Il y a l'aspect psychologique aussi que j'aime beaucoup parce que derrière ces rites initiatiques, il s'agissait aussi de forger le mental des participants. Donc tous ces jeunes gens-là, il s'agissait de forger leur mental, de leur donner des mentales d'acier en fait. Et donc, est-ce qu'on dit des manteaux d'acier? Excusez-moi, parfois je me perds le français là, franchement. Donc il s'agissait de forger leur mental. Il fallait qu'ils aient un mental d'acier. Et non seulement un mental d'acier, parce que je vous ai dit qu'il fallait qu'ils passent par des épreuves d'abstinence, des épreuves de douleur. Quand je dis épreuves de douleur, il y a notamment la circoncision. Donc il y avait les jeunes gens, c'était pas comme aujourd'hui on circoncisait les bébés. Hein. Non, 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 non. La circoncision, c'était dans le rite initiatique que ça se faisait. Non, il y avait beaucoup de... Par contre, par rapport à la circoncision, là... beaucoup d'anthropologues ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les vraies raisons vraiment de la circoncision. Moi ici évidemment je parle dans un aspect épreuve, dans un passage initiatique. Donc il s'agissait de confronter le jeune homme à la douleur. C'est l'un des aspects de la circoncision. Hein. Je ne dis pas que c'était le seul aspect. L'un des aspects c'était confronter le jeune homme face à la douleur, donc lui faire résister. Il n'y avait pas d'anesthésie, hein. Il n'y avait pas d'anesthésie, on ne faisait pas boire de l'opium ou je sais pas quoi. C'était voilà, on coupait puis c'était fini. Allez, suivant. Maintenant, c'est vrai que cette douleur-là, la cicatrisation, tout ça, eh ben, c'était ça qui faisait que, ah non, toi là vraiment, tu es garçon, tu es devenu garçon, allez, tu peux être considéré comme un adulte. Donc, il y avait cet aspect-là, donc le mental. On travaillait beaucoup sur le mental. Et puis, il y avait, quand on avait fini, quand on était sorti de ces rites initiatiques et quand on était accueilli, parce qu'il y avait une cérémonie qui faisait qu'on vous accueillait maintenant dans la communauté comme un adulte. Alors, durant cette cérémonie, oh my God, et bien justement, les jeunes gens là et les jeunes filles là, elles étaient fières d'être accueillies maintenant comme des adultes. Mais ça, c'était pour leur inculquer comment dire, est-ce que j'ai écrit le mot? Parce que moi-même aussi là parfois j'oublie, hein. Non, ça j'ai même pas pensé à ça. En fait c'était un sentiment d'accomplissement en fait. Donc il fallait comment dire, leur faire ressentir qu'ils avaient accompli quelque chose. Et donc même quand ils se tenaient, vous savez même, quand ils allaient même se présenter, les jeunes hommes là, quand ils allaient même se présenter pour épouser une fille, mais attends, la première question, est-ce que tu es passé par un rite? Oui, oui, je suis passé par un rite initiatique, oui, bien sûr. Moi, je sais c'est quoi avoir faim. Moi, je sais c'est quoi avoir mal. Moi, je sais comment séduire votre fille. Je sais comment la mettre bien. Moi, je suis assez protecteur que pour protéger votre fille. Parce que, en fait, c'était comme un laisser-passer, quoi. Un jeune homme qui était passé par un rite. Oh, mais je te donne ma fille, les yeux fermés. Je sais que tu es garçon, c'est tout. Et pour la fille, c'était pareil, quoi. Moi, je donnerais mon fils, mais les yeux fermés à une fille qui est passée par un rite d'initiation, parce que je sais qu'elle a appris beaucoup de choses. Elle a appris à cuisiner, elle a appris à prendre soin de la maison, elle a appris, voilà, toutes sortes de choses. Donc, je suis tranquille, en fait. Et la jeune fille, pareil, elle sait qu'elle est passée par un rite d'initiation et voilà, elle est toute fière quand on vient l'épouser parce qu'elle sait c'est une vraie femme, quoi, vous voyez. Donc, il y avait l'aspect plutôt psychologique qui entrait en compte au-delà parce qu'on savait aussi évidemment que la puberté c'était une période assez compliquée quand même, la puberté, parce qu'il y a tous ces éléments psychophysiologiques qui entrent en compte, etc. Donc il fallait aussi, vous voyez, dans la mentalité occidentale, on parle de crise d'adolescence. Voilà. On va vous dire, hey,
ta fille là, elle fait une crise d'adolescence. Mais ça, nos ancêtres, ils connaissaient déjà. Ils savaient qu'il y avait une période où l'enfant là, ah là là là, il faut la gérer psychologiquement. Allez, viens, rite. Tu vas passer par un rite, on va t'apprendre à gérer tes pulsions là, tes émotions que tu n'arrives pas à contrôler. On va t'expliquer pourquoi tu as ça. On va expliquer à la jeune fille pourquoi quand tu as tes règles, tu es fâchée comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? On va te dire comment tu dois te calmer. En fait, oh les gars, en tout cas, je ne sais même pas comment on peut faire, mais on était tellement bien structurés. Nos ancêtres, c'était des génies. Ils étaient tellement bien structurés. Ils savaient tellement bien gérer les choses. Si vraiment on arrive à recourir à tout ça encore. Nous sommes nés dans la mauvaise époque. Ouais, il y a des cycles pour chaque peuple. À nous de suivre notre initiative historique pour renaître. Renaître, effectivement. La renaissance africaine est très importante. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que j'aurais aimé naître à cette époque-là? Et moi donc, moi je me suis toujours dit que je suis née à la mauvaise époque. Je suis quelqu'un qui est constamment dans le passé. J'aime tout ce qui concerne le passé. Donc, quel était notre rapport à la conservation de la virginité des femmes? La question est partie, j'ai pas vu la fin, mais déjà le début, je comprends. La conservation de la virginité. En fait, il y a deux choses. On ne peut pas, je vais avoir l'humilité de le dire, personnellement, je ne peux pas vraiment dire que c'était un élément primordial, la virginité, qu'une fille devait absolument être vierge pour qu'on l'épouse. Je ne peux pas le dire avec certitude. J'ai pas d'éléments historiques pour appuyer ça. Je peux pas vous dire ça. Maintenant, ce que moi je sais, c'est que la virginité, c'était comme je vous dis, une alliance. Une alliance. Donc, quand deux familles se mettaient ensemble, parce que comme je vous ai dit, à l'époque de nos ancêtres, le mariage, c'était une affaire de clan, c'était une affaire de famille. C'était pas seulement deux personnes où on se rencontre, on s'aime, on est beau, on est amoureux. C'était pas ça. On savait très bien que ça engageait deux familles, forcément. Forcément. Donc, en sachant ça, eh ben, voilà, il y avait des choses qui devaient être préétablies avant que le mariage ne soit consommé, etc. Mais ce que moi je peux dire par rapport à la virginité, d'après les sources qu'on a, la virginité était quelque chose de très important parce que la virginité, comment dire, symbolisait en fait la perte de virginité plutôt, symbolisait une alliance, le début d'une alliance entre deux personnes. Maintenant, là où moi, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça, c'est que je sais que dans les anciennes sociétés, il y avait aussi des divorces. Il y avait des divorces, il y avait des filles qui se remariaient avec ou sans enfants. Donc je me dis, la virginité n'était pas une condition sine qua non alors. Parce que si c'était ça, on se remarierait peut-être pas ou je sais pas. Mais en tout cas, peut-être que les filles vierges étaient plus prisées, je sais pas. Mais en tout cas, la virginité avait son importance. Maintenant, est-ce qu'une fille qui n'était pas vierge était moins considérée? Ça, franchement, je ne pourrais pas le dire. Je ne pourrais vraiment pas le dire. Mais en tout cas, une chose est sûre aussi, c'est qu'avec les coutumes, on a beaucoup mis l'accent sur la virginité. Donc voilà, il y a beaucoup de familles qui mettaient un point d'honneur à dire, voilà, notre fille est vierge, ou bien de familles qui disaient, non, on veut que votre fille qui va épouser notre fils soit vierge, et on veut les preuves de cette virginité. Là, maintenant, en fait, la virginité, ça devient comme une preuve de moralité, quoi, en fait. Alors qu'à l'époque, on réclamait le sang de la nuit de noces, non pas pour prouver la moralité de la fille, mais pour montrer que l'alliance était conclue entre les deux clans. Vous voyez, donc on entre un peu dans ce que moi je vous parlais, comme je vous disais par rapport à la coutume. Donc il y a la tradition et puis il y a la coutume. La coutume, c'est quoi? C'est le fait d'interpréter la tradition. La tradition dit
montrez-nous le sang parce qu'on veut être sûr que l'alliance a été conclue. Et la coutume nous dit non, montrez-nous le sang parce qu'on veut savoir si votre fille elle était vraiment vierge. Si c'était pas une chaude lapine là qui a couché avec tout le village. Vous voyez un peu, donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé quoi. Ok, l'acte sexuel est une alliance, donc je pense que oui, c'était important dans l'absolu. C'est vrai. Oui, l'acte sexuel en soi était une alliance aussi. Comme je l'ai dit, c'était quelque chose de tellement important. Il y avait échange d'énergie. Et quand on dit alliance, c'est très important ce que vous dites Amowanji. Oui. C'est très important ce que vous dites dans le sens où l'acte sexuel était, comme je l'ai dit, important parce que il y avait échange d'énergie, mais il y avait aussi alliance. Il y avait aussi alliance parce que dès lors qu'il y avait pénétration, échange de sécrétions, voilà, il y avait une alliance qui était là. Et certains iront même plus loin dans leur analyse en disant que c'est une alliance qui ne se brise pas. Donc dès lors qu'on a eu un rapport sexuel avec quelqu'un, il y a eu échange de sécrétions, ben, on a l'énergie de la personne qui se balade en nous jusqu'à la fin de nos jours, quoi. Donc voilà. Certains ont été assez loin que pour dire des choses comme ça, donc je vous laisse imaginer un peu quelqu'un comme, comment il s'appelle encore, Balthazar. Hey, Balthazar là vraiment, lui se balade avec la terre entière. Donc voilà un peu. Ok la famille. Bon, on arrive à la fin. On arrive à la fin de notre live. En tout cas, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui se sont connectées, qui ont été intéressées par le topic de ce soir. Comment nos sociétés, une dernière question. Comment nos sociétés tradies géraient-elles l'infidélité, par exemple? Ça mérite tout un live. Ça mérite tout un live. Je vais me faire tellement d'ennemis après ce live-là que, hey, my God. Mais moi, je m'en fous des ennemis, hein, je veux dire. L'infidélité, c'était très grave. Hein. C'était grave. Hein. Pas seulement chez les femmes. Chez les hommes aussi, c'était très grave. Parce que, en fait, l'infidélité, c'était... je sais pas comment expliquer. Comme on vient de dire, en fait, l'acte sexuel, c'est une alliance. C'est une alliance entre deux personnes. Et cette alliance, en fait, avant d'être établie dans le secret par l'acte sexuel entre deux personnes, c'était une alliance qui devait être officialisée. Une alliance entre les deux clans. Donc, le clan devait savoir, ah, maintenant, on est ensemble. Voilà. Il y a eu acte sexuel, il y a eu alliance, maintenant on est ensemble. Donc, c'est quelque chose qui est connu de tous. L'infidélité, c'est passer par un acte sexuel sans officialisation, en fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc là, par exemple, un gars est marié, on sait qu'il est marié, c'est officiel, les deux clans se connaissent, on sait qu'il y a eu alliance entre les deux clans et tout. Et puis après, le gars, ben, je sais pas moi, en catimini, il va faire ses choses avec une autre femme. Mais quand il fait ses bails là avec une autre femme, qui sait? Personne ne sait où. Maintenant, si la fille là, elle tombe enceinte ou quoi, et que ça vient à se savoir. En tout cas, il y a des récits comme ça qui racontent que c'était très, très grave. C'était grave et il fallait... il y avait des amendes parfois qui devaient être payées par rapport à ça parce que c'était considéré comme une violation de l'alliance de départ, en fait. Même s'il y avait plusieurs alliances, hein, parce qu'il faut savoir aussi que, bon, ça, si j'en parle, on va aussi rentrer dans un autre débat. Là, à minuit, on n'aura pas fini le débat de la polygamie. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, sinon on n'aura pas fini. Mais il faut savoir qu'il n'y avait pas seulement... Il pouvait y avoir plusieurs mariages. Hein. Donc, et pas seulement chez les hommes, il y avait des femmes aussi qui épousaient plusieurs hommes. Bon, je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, sinon on ne va pas finir. Mais, quel que soit le nombre de mariages qu'il y avait, ces mariages-là devaient être officialisés. Les gens devaient savoir. On sait que non, monsieur X là, il est marié avec telle, il a une deuxième, il a une troisième, on s'en fout, merde. Mais en tout cas, s'il a fait quelque chose de mal, il doit payer. C'est tout. Parce que nous, on n'est pas au courant. Parce que c'est quand même un peu trahir les autres familles par lesquelles il est passé, faire des alliances, en fait.
Donc, s'il couche avec une autre femme, ça veut dire qu'il a établi une autre alliance, mais sans que les autres sachent. Parce que là, on en vient quand même à parler un peu de polygamie, dans le sens où, dans la polygamie en question, quand on étudie le fonctionnement des anciennes sociétés, la polygamie se faisait pas pour des questions d'ordre sentimental, comme j'en parle dans le livre, mais c'était pour des questions d'ordre pratique et pragmatique. Mais ça se faisait dans un certain respect de certains principes, en fait. Et donc, voilà, il fallait l'accord et de la femme et du clan de la femme si un homme voulait épouser une autre femme. Donc, si il y avait tromperie, il y avait infidélité, ben, les choses n'étaient pas très claires, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les choses n'étaient pas très claires et donc, du coup, on pensait que c'était pas bien, quoi. Donc voilà, c'était ni bien pour la femme, ni bien pour l'homme. Mais maintenant, ce que moi j'ai constaté aussi en étudiant différentes sociétés par rapport à ces histoires d'infidélité, parce qu'il y avait aussi des cérémonies qui se faisaient quand une femme avait été infidèle et qu'elle reniait cette infidélité. Il y avait des cérémonies qui étaient faites et on invoquait même des esprits et on lui disait, écoute, tu as intérêt à nous dire la vérité parce que si tu mens, tu meurs. Et croyez-moi bien que ça existe, ça fonctionnait très bien. Il y a ce qu'on appelle le Chibaou chez le peuple du Kasaï en RDC. Je ne sais pas si certaines connaissent le Chibaou. Bon, c'est un truc un peu complexe aussi. Donc, je sais pas vraiment si je peux citer ça comme exemple. Mais voilà, il y avait tout ça aussi. Il y avait des tests d'infidélité, même chez les jeunes hommes. Hein. Donc, c'est pour vous dire qu'on ne blaguait pas trop avec ces histoires-là, en fait. Ça existe toujours au Bénin. Oui, ça existe toujours au Bénin. Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui existe toujours au Bénin? On ne blague pas à... Ah ouais, bah non. Ok. Je vous en prie, Pedro.zns. Quelqu'un a entendu la voix de Kémy? Mais non, c'est pas Kémy. Il y a Kémy. Il n'y a pas Kémy. Si, il y a Kémy. Il n'y a pas Kémy. Si, il y a Kémy. Il n'y a pas Kémy. Il n'y a pas. C'est la bague de qui là? En tout cas, qui a rejoint la vidéo? Tout le monde veut te voir maintenant. Non. En tout cas, je vous en prie, Authority. Non. Merci. On vous aime aussi. Non, il n'a pas pu écouter tout le live, malheureusement. Il a écouté une partie. C'est toujours le cas en Guinée-Bissau. Ok. Mais est-ce qu'en Guinée-Bissau, il y a aussi le même genre de traitement pour les hommes ou c'est que pour les femmes? Uniquement pour les femmes. Ok. Voilà. Merci beaucoup, Amoanji. Oh, c'est très gentil. Authority, Yedum, Nezeo. Vous aimez les noms compliqués, vous? Oh là là, my God. Ok, merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc on arrive à la fin de notre live. Je vous dis encore merci à tous de vous être connectés. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les envoyer et d'y répondre
J'essaierai d'y répondre au prochain live. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Quel était le rapport à la pudeur? J'en parlerai. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. En tout cas, je note toutes vos questions. Toutes vos questions, je les note. Merci. À bientôt.